amis tireurs, bonjour. Après avoir fait une petite diversion dans l'airsoft, je reviens sur une arme, je dirais, standard, normale, qui est la suite logique en fait de l'arme russe que je vous avais présentée dans ma dernière vidéo, enfin dans une vidéo il y a 2-3 semaines, je vous avais présenté le Nagant 1895, qui est justement sorti en 1895, et son successeur, qui arrive dans les années 30-33, est en fait le Tokarev, du nom de son concepteur. Alors, c'est vraiment le pistolet semi-automatique typiquement russe de cette époque-là, en fait. Hein. Donc, on remplace le Nagant, sachant que le Nagant avait été sorti à plus de 2,5 millions d'exemplaires et qu'il était vraiment diffusé aux quatre coins de l'URSS, de la Russie de l'époque. Et on cherche à moderniser un petit peu entre les deux guerres, et on sort parce que tous les autres pays modernisent, et en particulier les États-Unis et l'Allemagne, et on cherche à avoir une arme un peu plus performante, un peu plus rapide et un peu plus puissante. Et on sort, les Russes sortent ce T-33, qui est une version simplifiée du T-30, qui est sorti qui a été conçu pratiquement au début des années 1920. Donc là, on est sur quelque chose de typiquement russe, en fait. Hein. C'est vraiment la conception la plus basique que l'on puisse trouver aujourd'hui au niveau d'un pistolet, sachant que y a énormément d'éléments qui sont copiés, aussi bien sur le Browning 1903 que sur le Mauser C96. Le Mauser pour les munitions, le Browning pour la mécanique. On verra tout à l'heure au démontage qu'il y a une partie justement d'un bloc détente qui s'enlève pour l'entretien et qui est très pratique. Et tout ça, c'est un petit peu repris, recopié, pompé sur du matériel étranger, sachant que les Russes ont avaient à cette époque-là, je pense qu'ils l'ont toujours, une facilité à récupérer des éléments quel que soit d'ailleurs le sujet, qui ont fait déjà leur preuve dans d'autres pays, pour les adapter chez eux, et bien souvent en les simplifiant. Et en faisant en sorte que l'arme en question, puisque là c'est une arme, soit très simple, et surtout très simple d'entretien. C'est ce qu'ils recherchaient. Ils voulaient que tout le monde puisse faire de l'entretien sur ces armes-là et réparer sur le terrain d'opération. Donc la simplicité était obligatoire. Mais on récupère quand même des éléments sur certains pays étrangers, en particulier l'Allemagne et les États-Unis. Alors, ils viennent de passer du 7,62, donc Nagant, hein, qui est cette munition-là, que je vous ai montré sur la vidéo, et il reste toujours dans le 7,62, bien évidemment, hein, les trois lignes. Ils sortent la munition du Tokarev, qui est un peu particulière, en fait, hein, par rapport au Nagant, c'est-à-dire que on se retrouve avec une ogive de 7,62 et on se retrouve avec une douille qui est renforcée, qui a un collet et qui est beaucoup plus puissante qu'une douille droite, et on peut charger beaucoup plus. Ce qui fait que cette munition, en fait, qui apparaît à cette époque-là, est plus puissante que le 9 mm, plus puissante que le 45 ACP, et d'après ce qui se dit, plus puissante que le 44 Magnum. Donc ça, c'est à vérifier. Ce que je vous propose, mais ça se fera
au mois de janvier, c'est de tester cette munition-là. Je vais tester celle-là, bien évidemment, et je vais tester un 44 avec, pour voir un peu ce qui est dit, en fait, sur certains textes que l'on peut trouver, certains bouquins, et vérifier. Mais cette munition avait une mauvaise réputation parce qu'elle pouvait traverser de nombreux gilets pare-balles. Ce qui en faisait vraiment une munition très très véloce. Alors, à vérifier, hein, pour le moment, c'est les indications que j'ai pu récupérer sur les différents documents qui existent sur cette munition-là. Alors, le pistolet en lui-même, on ne peut pas faire plus simple, hein. C'est vraiment quelque chose de dépouillé au maximum. Donc celui-là, c'est une arme de 1944, fabriquée en Russie avec le poinçon de Tula, avec un numéro de série ici, 4A 169. On retrouve quelques poinçons d'époque. Alors il y a des poinçons d'appairage, puisque c'est une arme qui est fabriquée en Russie, mais qui est destinée à la Pologne, puisqu'on a des poinçons de destination, comme le 11 qui est ici, qui est le poinçon pour la Pologne, après-guerre bien évidemment. Et on a d'autres poinçons de restauration, en particulier ici et là, qui ont été effectués en Ukraine. Donc c'est un pistolet qui part de Russie, qui a une destination polonaise et qui est repris à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. C'est souvent ce qui se passait pour les armes qui avaient bien vécu. C'est-à-dire qu'en fait, on les remettait dans les arsenaux pour les reprendre entièrement en changeant certains composants. Souvent, l'arme avait soit le canon usé, soit le chargeur défaillant, soit le bloc détente qui posait souci. Donc à ce moment-là, on démontait, on prenait certaines armes qui n'étaient pas récupérables, on prenait certaines pièces sur certaines armes, et on avait aussi du stock de pièces détachées. Sur ce modèle-là, tous les poinçons qui sont d'époque, ici, certains ont quand même tendance à disparaître, hein. Bon, on a des assemblages, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a la date, on a Tula, on a la Pologne, on a l'Ukraine. Ensuite, on a, alors, sur ce côté, quelque chose d'un peu immonde. Ce 7,62-25 Tokarev TT-C, destination Pologne, a été fait à partir du moment où cette arme-là sort des pays de l'Est pour aller en Europe. C'est en fait une norme européenne qui impose ces marquages. Donc je pense qu'ils ne pouvaient pas les faire plus gros, hein. Quand on voit les poinçons de l'époque, ça c'est un poinçon ukrainien de restauration de l'arme. Et là, on a bien évidemment des poinçons pour le banc d'essai, hein. Donc c'est pareil, on a exactement, de temps en temps en cyrillique, hein, comme sur les plaquettes de crosse, mais ça je vous en parlerai après. Là, on a un poinçon d'époque, par contre. Voilà. Alors voilà le marquage, ça c'est une obligation européenne, hein. On ne peut pas faire autrement que de passer par ces trucs-là immondes. Bon. Ceci étant dit, cette arme, quand elle a été adoptée en 1933, il fallait absolument que l'on ait une arme qui soit facile d'entretien et pour que tous les bidas puissent l'utiliser. Donc il faut quelque chose de très simple à démonter, il faut quelque chose de très simple à entretenir. Là, on voit justement au niveau du chargeur, ce que je vous disais tout à l'heure,
une numérotation qui a été rayée. Donc ça, c'est la numérotation de l'arme à laquelle appartenait ce chargeur-là, qui a dû disparaître ou être utilisé en pièces détachées, puisqu'il est resté, c'est passé à la casse. Donc il est rayé, on le retrouve souvent sur les nagants, en particulier les Mosin Nagant. C'est vraiment fait dans les arsenaux, et on retape le numéro de série de la nouvelle arme. Donc la simplicité de cette arme, alors voilà le chargeur, hein, voilà un petit peu ce que l'on a, c'est quand même très simple. Hein. Alors, si on vérifie l'achat, parce qu'il est donné pour 8 sur certains sites internet, 7 sur d'autres. Donc la meilleure façon de savoir exactement ce qu'il peut prendre dans le ventre, et ben c'est d'empiler. Voilà. Donc là on arrive pratiquement aux limites. Il en prend encore. Voilà. Là je pense qu'on est aux limites. Donc on en a. Voilà, elles sont très dures à sortir. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà le chiffre qui est donné sur internet, sachant que si vous en mettez une dans la chambre, du coup vous en avez 9. Ce qui fait que par rapport au revolver Nagant, on gagne 2 munitions. On est à 7 sur le revolver Nagant. Alors une fois que vous voulez faire l'entretien sur votre arme, c'est assez simple. Alors là vous avez une agrafe. Alors tout ce qui est repris sur cette arme est repris, comme je vous le disais tout à l'heure, sur le Browning et le Mauser, et aussi sur le 1911. Hein. On a énormément de choses qui sont copiées sur le 1911. L'agrafe, c'est nouveau. Ça, c'est typiquement russe. Ils mettent une agrafe pour bloquer la clé de verrouillage qui est ici. La clé de verrouillage de la culasse. Alors, normalement, avec ces armes-là, aucun outil doit être utilisé, ça doit être suffisant, on doit avoir suffisamment de choses pour démonter l'arme. Donc ce qui était utilisé bien souvent pour le démontage, c'était le cul du chargeur ici, le sabot de la semelle du chargeur, qui servait à pousser l'agrafe gentiment pour pouvoir la sortir et libérer l'axe de verrouillage de la culasse. Donc ensuite, il suffisait de sortir la clé de verrouillage et de sortir la culasse en faisant très attention. Si un jour vous avez à démonter un Tokarev, faites très attention parce que ce ressort est très capricieux. On a un guidage qui se fait à ce niveau-là, qui est assez court. On a un axe ici qui est en appui sur la petite biellette comme sur le 1911. Mais on a quelque chose qui est quand même assez instable. Hein. Donc ensuite, on retire l'ensemble. Donc voilà, on a un ressort tout simple avec un petit axe en bout qui va servir, lui, à rentrer dans le bushing qui est devant. D'ailleurs, ça ne sert à rien de le démonter au départ. Hein. Et là, on a ce qui vient s'appuyer sur le canon avec une forme usinée ici pour l'appui. Donc là, il faut sortir le bushing. Donc c'est un demi-tour complet pour pouvoir libérer le canon. Voilà, donc on a un canon qui là est très propre parce que ce canon là a lui été aussi
remplacés, c'est-à-dire que l'arme, on a remplacé les canons, donc ça c'est des canons qui sont neufs. Donc là on a quelque chose de parfait en fait, hein. On a des rainures qui sont vraiment parfaites. La chambre ici qui reçoit la munition, avec la rainure pour l'éjection qui est ici, un petit usinage cylindrique qui se trouve ici, enfin conique qui se trouve ici, qui est en fait la rampe, qui sert de rampe de lancement ici pour que la munition s'engage dans la chambre quand elle sort en fait du voilà, quand elle va sortir ici, quand elle va s'engager ici dans le canon, on a ce petit usinage qu'on retrouve pratiquement sur toutes les armes ici, hein. Numéro de série de l'arme. On a un numéro 39, alors je ne sais pas à quoi correspond exactement ce chiffre-là, je n'ai pas trouvé de référence, comme sur certains poinçons qui sont sur la culasse, ils sont inconnus au bataillon. Par contre, on a la restauration en Ukraine, donc le changement de canon en Ukraine, sans savoir l'année, parce que je ne pense pas que ce soit un canon de 1939. Sachant que l'arme est sortie en 1944. Bien que les canons aient été fabriqués en série à une époque et n'aient pas été utilisés. Donc on peut avoir un stock de canons qui sont fabriqués à une certaine époque, en 1939, sur un pistolet de 1944, sachant que quand ils ont commencé à restaurer ces armes pour les recommercialiser, pour les envoyer dans les pays du bloc de l'Est, en fait, tous les pays satellites, hein, ils ont utilisé le stock existant à Tula, en fait, hein, puisque ces armes-là sortent de Tula. Donc voilà, au niveau de la culasse, hormis ces marquages disgracieux, obligatoires, parce que européens, rien de particulier. On peut démonter aussi le percuteur ici en le sortant par cette goupille qui est là. Donc c'est assez simple à démonter. On a le ressort ici d'éjection qui se trouve là, comme sur beaucoup d'armes de cette époque-là, hein. Voilà, donc on n'a pas grand-chose de plus. Et au niveau de la carcasse, on a une carcasse qui ressemble étrangement aux armes de cette époque-là, hein, que ce soit le Browning, le Mauser, avec une particularité. Donc ce que je vous disais, c'est pas la seule arme à avoir cette particularité, mais c'était très pratique à l'époque, puisque quand on avait un souci avec toute la partie armement, on pouvait sortir ce bloc qui était ici. Alors ce bloc-là, on le voit d'ailleurs, il est neuf en fait, hein. C'est-à-dire qu'il a été remplacé lui aussi, il a été changé. Et on retrouve un poinçon ici, justement, qui correspond au même 39 que sur le canon. Voilà, donc ça c'est neuf. À partir du moment où vous avez remplacé cette pièce-là, vous avez remplacé une partie importante du mécanisme. Là, on se retrouve avec la plaquette pour libérer le chien, ici, qui est courant, hein, dans ce genre de carcasse, avec une pièce qui fait le tour du chargeur. Donc, rien de particulier, la tâche qui est ici. Alors, là, on se retrouve avec des plaquettes de crosse un peu particulières, parce que ce sont des plaquettes de crosse en bakélite. Alors, bon, les plus anciens s'en rappellent, hein, le bakélite, c'est quand même l'ancêtre du plastique, mais c'est pas tout jeune en fait, hein, c'est pratiquement
mise au point et brevetée avant la Première Guerre mondiale. Dans les années 1909, on commence à fabriquer des pièces en bakélite. Alors on fabrique des pièces en bakélite au niveau du matériel électrique parce que ça a un pouvoir énorme au niveau isolation. On fabrique des pièces pour l'aviation, on fabrique des pièces pour l'automobile. La bakélite se développe de plus en plus puisque le plastique n'était pas encore là, hein. Donc ça va du poste radio en passant par le moulin à café et puis dans les pièces automobiles, des pièces de tableau de bord, voire un volant ou la fameuse tête de Delco que tout le monde connaît sur les vieilles bagnoles, hein, que l'on arrivait à casser de temps en temps. Et après, bien sûr, au niveau des armes, la bakélite commence à rentrer dans les armes. C'est les Allemands les premiers, hein, qui commencent à fabriquer vraiment. Ça remonte même au conflit, à la Première Guerre mondiale, hein, c'est-à-dire qu'ils vont commencer à sortir le MP38, hein, ou le PM38, pistolet mitrailleur en 38, qui est un 9 mm et qui va être très utile parce que très léger. Qui a une cadence de tir qui est quand même supérieure à ce qu'on pouvait trouver au niveau des armes de poing, et beaucoup moins lourd qu'une grosse mitrailleuse qu'il fallait sortir de la tranchée. Ça, c'était au moment où le conflit s'était enlisé dans les tranchées et qu'il y avait des sorties régulières de part et d'autre dans les tranchées. Il fallait avoir des armes légères mais assez efficaces, assez puissantes et assez rapides. Donc ils ont commencé à faire pas mal de pièces. Le fût du 38 était fait en bakélite, hein. Donc c'était quand même déjà une innovation énorme. Ensuite, toutes les Allemands ont commencé à en mettre un peu sur toutes leurs armes, et en particulier les plaquettes de crosse. Donc ça, c'est vraiment typique de la bakélite, hein, qui a tendance à disparaître aujourd'hui. On trouve plus énormément de bakélite. Ça revient à la mode. Si vous prenez par exemple certaines pièces assez rares aujourd'hui, on les retrouve en bakélite et ça c'est très demandé. Et vous avez encore un outil que tout le monde connaît, c'est le stylo Montblanc. La coque du stylo Montblanc est fabriquée en bakélite, ce qui en fait son charme. Rolex a fait aussi des montres en bakélite, qui sont introuvables aujourd'hui et hors de prix de toute façon. Et voilà, et donc Montblanc continue à faire de la bakélite. Alors, il y a une particularité sur ces plaquettes de crosse, c'est que vous vous dites un jour, je vois pas l'intérêt de les changer parce qu'elles sont magnifiques, mais elles sont pas en main, c'est une catastrophe. Mais c'est son seul gros défaut, c'est celui-là, et le fait qu'il n'ait pas de sécurité. Je vous montrerai tout à l'heure, il a une demi-sécurité, c'est-à-dire que le chien, il y a un demi-cran sur le chien. Ces pièces en bakélite, si vous voulez, au niveau de l'appréhension, c'est une catastrophe, hein, c'est bon, mais je vois pas l'intérêt de les changer. Il y a une particularité, si vous voulez, alors, je sais pas si on le verra vraiment au niveau de la caméra, c'est que là, on a, il n'y a aucune vis à l'extérieur, hein. L'étoile est moulée dedans, ça bouge pas, là, c'est pas une vis, il n'y a rien. On peut pas forcer dessus parce qu'il faut faire très attention. La bakélite est très fragile, elle est résistante, elle est dure en fait, très dure. Elle se moule facilement, mais elle reste fragile et cassante. Donc en fait, ici, on a, à ce niveau-là, une petite bielle ici, qui se bascule sur le côté, complètement. Alors c'est assez particulier, justement, comme démontage. Il faut y aller tout en douceur, parce qu'on est avec un produit qui est quand même très fragile. Voilà cette petite biellette à l'intérieur de la crosse ici, qui vient en tournant, qui vient se bloquer ici dans la carcasse. Et ici, elle libère la carcasse. Donc c'est assez marrant de voir cette petite installation. Alors il faut commencer par
faut pas que je casse je casse les plaquettes, parce que là je serai pas dans la merde. C'est intéressant au niveau de la fixation. Il faut le savoir. Il faut d'abord démonter, commencer par démonter cette plaquette, hein, qui est du côté de l'anneau, pour pouvoir démonter la deuxième, hein, parce que la deuxième, là on le voit bien, en fait on a un appui ici sur la carcasse là, et on a un appui sur la carcasse ici. Donc en fait, en la faisant pivoter, on libère l'encoche des deux carcasses qui est ici. Et on peut sortir facilement la plaquette. Là, on a le fameux étrier ici qui va relâcher le chien, qui traverse l'ensemble et qui laisse passer voilà, qui laisse passer le chargeur. Donc voilà, ces petites pièces en bakélite qui sont quand même assez intéressantes. C'est pas ce qui fait que l'arme, par elle-même, et on verrouille, et la plaquette est en place. Alors au niveau du remontage, c'est vraiment très très simple. La seule chose où il faut être tout petit peu vigilant, donc là on peut remonter le bushing, de toute façon ça sert à rien de le laisser démonter, on ne peut pas accéder. Pardon, il faut d'abord remonter le canon, bien évidemment. On remonte le bushing et ensuite on vient mettre ce fameux ressort en position. Donc là, mais c'est pas, c'est vrai pour plusieurs types d'armes, hein, on a quelque chose d'assez viril au niveau du ressort. Il faut faire quand même très attention. Et ce que je vous dis, c'est qu'une fois que le ressort est en place comme ça, il n'est pas forcément très stable. Donc ensuite, on vient verrouiller . Il faut être sûr d'être en face. Voilà, l'arme est remontée. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, au niveau de la sécurité, en fait, on a un cran ici. Donc là, simple action, bien évidemment, j'ai oublié de vous le dire, mais c'est du simple action. Là, on a un demi-cran sur le chien qui permet de bloquer la détente. Voilà. Donc ça, c'est... Alors, la dernière chose à faire, c'est de remettre la graffe. Ça, c'est le Tokarev. Donc 1933, et il va commencer non pas à disparaître, mais à être remplacé par le Makarov en 1951, sachant que celui-là va partir dans tout le bloc de l'Est et en Afrique. À partir des années 50, on va le retrouver en Afrique, en Amérique du Sud, tout le bloc de l'Est, bien évidemment, tous les pays satellites autour. Et celui qui arrive après, c'est le Makarov en 1951, que je vous présenterai, mais l'année prochaine, parce que là, il faut que je pense au fait. Le tir sportif, c'est bien, mais une bonne bouffe, c'est pas mal non plus. Voilà. Sachant que pour l'année prochaine, comme ça je vous dis tout de suite ce que je vous ai préparé, parce qu'il y a 2-3 petits trucs, je vais vous parler de celui-là, mais en réplique. On va faire un petit peu des tests sur la réplique en airsoft. Je vais revenir sur l'airsoft, parce que je pense que j'ai pas encore fait le tour. Et je vais faire des tests de pénétration sur de la tôle de 1 mm, je vais essayer d'en empiler une dizaine, mais je vais faire aussi sur de la tôle de 5, avec bien évidemment une tôle de 1 devant pour servir d'amortisseur et de non-retour.
pour savoir un petit peu si cette fameuse munition 7,62-25 Tokarev a la réputation qu'elle veut bien avoir sur les textes, sur les bouquins et sur le web. Donc je ferai des tests de pénétration et ça c'est pour l'année prochaine. Et là maintenant je vous dis très bonne fin d'année et bonne bouffe pour Noël parce que là il va falloir qu'on prenne des forces. À très bientôt.